Donc on va passer à la vidéo de la chaîne XionXS, donc une vidéo sur Harry Potter, la théorie sur Drago. Alors si vous connaissez pas XionXS, c'est un youtubeur spécialisé théorie, beaucoup Harry Potter, hein, comme vous pouvez le voir, mais pas que. C'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et donc on va voir la dernière en liste, c'est-à-dire une théorie sur Drago, donc je sais pas ce que ça vaut. Donc on va voir ce que ça donne, et c'est parti. Les amis, vous le savez, la maison Serpentard est de très loin celle qui souffre de la plus mauvaise réputation. Alors, ce qui est vrai et faux, dans le sens où la maison Serpentard souffre... D'ailleurs, il est super cool son costard. La maison Serpentard, en fait, elle souffre d'une extrêmement mauvaise réputation dans le livre, dans les livres et dans les films, en mode tous les Serpentards qu'on nous montre dans les films, c'est des méchants, au mieux des cons, mais souvent des méchants, et dans les livres, je me rappelle pas si jamais il y a des gentils à Serpentard, mais en tout cas, la plupart des représentations de Serpentard sont des représentations négatives dans les livres et dans les films. Ça, c'est vrai. Par contre... Dans la vraie vie, le nombre de pro-serpentards qui disent non mais moi je suis trop original, je suis un serpentard, je suis une serpentard, je suis trop original. Waouh, vous êtes tellement pas les gens originaux que vous croyez être les gens. Tu sais c'est quoi les gens originaux? Eh ben c'est XionXS et moi, les Poufsouffles. Oui, je suis un Poufsouffle et je vous emmerde. Nous on est originaux les Poufsouffles et en plus c'est nous les meilleurs, désolé, parce que le courage c'est bien, hein. L'intellect, le savoir c'est très bien aussi, hein. L'ambition, ça fait jamais de mal un peu d'ambition. Bon, ça dépend à quel point t'as de l'ambition. Mais nous, on est les gentils. Nous, on est les gens sociaux. On est les gens qui aident tout le monde. Oh, vous... Mais oui, non, Serpentard a une mauvaise réputation dans les livres et les films, mais dans la vraie vie, beaucoup moins. Ce qui est d'ailleurs assez flippant de voir que ceux qui sont considérés comme les méchants dans les livres, comme littéralement des nazis, hein, on peut le dire, sont kiffés en mode oh là là, ils sont trop dark et puis Drago est trop beau et tout. C'est quand même un peu flippant. Ça... En fait, voir que ado, il y avait autant de gens qu'on connaissait qui étaient pro Serpentard parce qu'ils sont trop cool, ils sont trop dark, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille que les gens ils allaient finir par devenir d'extrême droite, hein, quand même. Et quoi de plus normal après tout, tous les sorcières et sorciers qui ont mal tourné étaient à Serpentard, le fondateur de cette maison lui-même était un sorcier des plus douteux, Voldemort était dans cette maison et s'est même révélé être l'héritier de Salazar Serpentard en personne, mais surtout et bien évidemment c'est dans cette maison que se trouve le tout premier ennemi de Harry Potter, Drago Malfoy. Et ouais, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui, ouais. Et Drago, bon vous le savez, j'aime bien me moquer de lui sur cette chaîne. J'aime bien rappeler à quel point il est insupportable et j'apprécie tout particulièrement le petit accrochage qu'il a eu avec Hermione dans Le Prisonnier d'Azkaban. Ça fait toujours plaisir. Et je sais que je le place tout le temps, mais en même temps, à chaque fois que j'aurai l'occasion de le placer, je le placerai. Et tu as raison. Moi, je suis grave d'accord hein, pour dire que Drago, c'était un élève insupportable, un personnage insupportable, jusqu'au 6. Du 1 à 5, il est insupportable. À partir du 6, il devient intéressant, mais je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. Je dis pas un truc si original que ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil avec lui. J'ai décidé de lui rendre justice et d'enfiler les habits des Serpentards, exceptionnellement, hein, calmez-vous les Serpentards qui nous regardent là, juste le temps d'une vidéo pour vous parler d'une théorie qui concerne justement ce cher Drago. Parce qu'il y a une théorie qui le concerne que je trouve vraiment particulièrement intéressante, une théorie assez connue mais qui vaut carrément le détour. Ok, mais pourquoi tu veux nous en parler si elle est si connue alors? Eh bien papy, parce qu'il se trouve qu'elle fait débat cette théorie, et que la plupart des gens qui la connaissent, soit ils la trouvent très bien, soit ils la détestent. Et en général, quand on la trouve sur différents sites comme ça qui parlent un peu de toutes les théories Harry Potter, ce qu'on y trouve ne va jamais vraiment très loin et se contente d'à peine effleurer la surface de ce magnifique iceberg, alors qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va trancher une bonne fois pour toutes. Et je vais vous montrer en quoi cette théorie est loin d'être ridicule et qu'elle est même carrément plausible. Et à la fin de cette vidéo, qui sait, peut-être que vous aussi vous serez convaincu que Drago pourrait bien cacher un sombre secret. Peut-être que vous aussi vous serez convaincu que Drago est en réalité un loup-garou. J'étais sûr que c'était cette théorie. J'étais tellement sûr que c'était cette théorie, punaise. Oh là là. Moi j'aime bien cette théorie. Alors je la connais pas à 100%. Je connais, comme il l'a dit, hein, le gros et personne va sous la surface. Mais j'étais sûr cette théorie que Drago est un loup-garou. Oui messieurs dames, vous avez bien entendu. Alors si vous êtes prêts, on va pas perdre plus de temps que ça parce qu'on a plein de boulot devant nous. On y va, c'est parti, let's go! Bon, alors déjà dans l'univers de Harry Potter, il y a pas 50 moyens de devenir un loup-garou. En fait, il y en a même qu'un seul. Il faut s'être fait mordre par un autre loup-garou. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, Drago a forcément dû se faire mordre par un loup-garou. Hop, et doucement mon petit père, parce qu'on dirait bien que tu pars du principe que Drago serait forcément un loup-garou. Mais je suis désolé, ça reste encore à prouver ça. Et puis d'abord, quand est-ce qu'il se serait fait mordre? Et par qui? Ah ouais, c'est vrai que même si cette théorie est assez connue, je vais quand même devoir vous expliquer 2 ou 3 trucs avant, sinon vous allez rien comprendre. Oui, quand même, pour les personnes
personnes qui regardent mon best-of et qui ne connaissent pas forcément Harry Potter, coucou maman, peut-être que ce serait pas mal de remettre en contexte. C'est gentil de faire ça pour mon best-of en tout cas, merci, ça fait plaisir. Bon, bah vous savez quoi, on va tout reprendre depuis le début. En fait, à la base, l'idée est née dans l'esprit des fans de la saga, comme quoi Drago serait un loup-garou, à partir de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Parce qu'avant ce bouquin, on avait un Drago fier, arrogant et complètement insupportable, mais dans le prince de sang mêlé, on se retrouvait soudainement avec un Drago stressé, apeuré et beaucoup moins sûr de lui qu'auparavant. Alors, ça peut s'expliquer, il va sûrement le dire, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'à partir du 6, c'était plus un petit gamin insupportable qui juste se la pétait alors qu'il avait rien vécu, qu'il avait rien fait. C'était juste un petit bourgeois bien trop gâté par sa maman et qu'en fait, c'était que du flanc, hein, sa confiance en lui, et qu'à partir du 6, il a dû faire des vrais trucs, et que là, il a commencé à se rendre compte qu'en fait, l'idéologie de Voldemort, ouais bon, entre la parole et les actes, il y a quand même un monde, hein. Entre dire que tu veux tuer tous les Sandbourg et le faire, c'est pas le même délire, quoi. Peut-être que c'est ça aussi qui a changé chez Drago. Ah oui, mais bon, c'est normal, Voldemort lui a quand même demandé de tuer voilà. Dumbledore, j'aimerais bien t'y voir. Toi t'es stressé quand tu trouves pas ta deuxième pantoufle déjà, donc excuse-moi, mais bon... Et pourtant on en a déjà parlé maintes et maintes fois, 90% du temps c'est sous le canapé. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais le problème c'est que ça ne me semble pas du tout suffisant. Déjà parce que faire de Drago un mange-mort, ça ressemble pas du tout à une punition, c'est même limite une marque de reconnaissance, mais surtout parce que oui, je le rappelle, c'était censé être une punition. Voldemort est furieux contre la famille Malfoy au début du Prince de sang mêlé, et il a de bonnes raisons de l'être. Déjà à cause de l'échec cuisant subi par Lucius au département des mystères à la fin de l'Ordre du Phénix, durant lequel la prophétie que Voldemort voulait récupérer a été détruite par sa faute, mais en plus si on ajoute à ça le fait que Lucius est aussi responsable de la destruction de l'un des Horcruxes de Voldemort dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, parce que c'est quand même bien à cause de lui que le journal a été détruit, hein. C'est vrai quand même qu'il était con, Lucius, à ce niveau-là. Il avait un truc que Voldemort lui a dit, tu le gardes chez toi, tu le mets en sécurité STP. Lui, au lieu d'écouter son maître, il s'est dit, et si j'en profitais pour faire chier les Weasley? C'est quand même ballot, hein. Je pense que Voldemort a de bonnes raisons d'être ultra vénère contre les Malfoy, ouais. Et jusque-là, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer sa colère? Ou pire quoi, il a piqué la baguette de Lucius. Et non, ça va, il s'en sort pas si mal. Non, parce que c'est quand même pas rien. Lucius, il a juste indirectement détruit l'un des morceaux de l'âme de Voldemort. Et on n'est pas d'accord, sans déconner, que personnellement, moi, je le trouvais un peu terrifiant, Lucius, dans Harry Potter 2, et même à chaque fois qu'on le voyait, en fait, jusqu'à la fin d'Harry Potter 5, il avait ce côté, tu sais, hautain, grave, sûr de lui et tout, qui était un peu flippant, mais j'adore tellement à quel point ça devient une petite merde, un petit chien battu dès que il foire avec Voldemort, qui lui demande sa baguette et tout, et en fait, ça montre vraiment la couardise de ce genre de mec qui a que de la gueule, mais au final, qui rampe dès que son même maître lui dit c'est pas bien. Et je suis désolé, mais juste confier à Drago le soin de tuer Albus Dumbledore, donc en soi confier une nouvelle mission à la famille qui n'arrête pas de rater ses missions, et en plus faire de Drago l'un de ses fidèles, quand on s'appelle Voldemort, quand on est le seigneur des ténèbres, je suis désolé, mais ce n'est pas une punition à la hauteur de ces monumentales erreurs. Alors, je suis d'accord sur le principe, sauf que, mais quand même, Drago, il y avait un avantage et une vraie raison de le mettre en tant que mange-mort. Au-delà de le punir, même si j'avoue, c'est pas vraiment une punition au vu de la famille. C'est qu'en fait, il est élève à Poudlard et donc qu'il peut aller à l'intérieur de l'enceinte de Poudlard pour faire des trucs là où les autres mange-morts, ils peuvent pas parce que, déjà, il y a le champ protection, il y a beaucoup de professeurs et puis surtout, il y a Dumbledore. Donc, très compliqué, très compliqué d'aller dans Poudlard pour tuer Dumbledore. Donc, le fait que Malfoy soit à l'intérieur, enfin, le fait que Drago soit à l'intérieur, ça peut expliquer en partie pourquoi il a fait de lui un mange-mort. En partie, en tout cas. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière tout ça? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une vraie punition que Voldemort aurait ordonnée? Et dans ce cas-là, est-ce que cette punition ne pourrait pas être d'avoir fait mordre Drago par Fenrir Greyback, le loup-garou au service de Voldemort? Ce qui est en plus l'un des châtiments que Voldemort réserve à ceux qu'il trahissent. Parce que mine de rien, ça expliquerait quand même pas mal de choses par rapport au nouveau comportement de Drago. Et d'ailleurs, je suis désolé, mais dans les livres, à aucun moment on a la preuve que Drago est bien devenu un mange-mort. Ah, et la marque des ténèbres alors, qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'il a bien un tatouage sur le bras qui montre que c'est un mange-mort. Dans le film, oui, mais pas dans le livre. En réalité, dans le livre, à aucun moment il n'est clairement indiqué que Drago porte la marque des ténèbres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un truc sur le bras qu'il tient visiblement à cacher, puisque quand il va sur le chemin de traverse pour essayer
ses nouveaux costumes, et que Madame Guipure, la vendeuse de vêtements, essaye de lui remonter sa manche, il retire sa main et s'en va tout de suite, et Harry suppose que c'est la marque des ténèbres. Mais au final, on ne la voit jamais, on n'en aura jamais la preuve. Ouais, j'avais oublié ça, parce que les livres, je les ai lus une fois, je suis en train de me lire leur en ce moment, mais là, je suis qu'au 4. J'avais oublié ça, que dans les livres, on voit jamais la marque des ténèbres. Ah, intéressant. Donc en fin de compte, ça pourrait tout aussi bien être autre chose, comme par exemple, pourquoi pas, la morsure d'un loup-garou. Et d'ailleurs, un peu plus tard, quand Harry espionne Drago dans la boutique de Barjo et Burke, non, répliqua Drago d'une voix dans laquelle Harry décela son habituel mépris, dans ce cas peut-être que ceci vous rendra plus sûr de vous. Il s'avança vers Barjo et fut caché par l'armoire. Il ne voyait que Barjo qui semblait terrorisé. Et c'est là que moi je trouve ça super bizarre. Parce que ok, à ce moment-là, Drago montre quelque chose à Barjo et Harry est sûr et certain que c'est la marque des ténèbres, mais pourquoi le fait que Drago porte la marque des ténèbres ferait soudainement aussi peur que ça à Barjo? Je veux dire, Drago, avec ou sans marque des ténèbres, ça reste le même gamin qu'avant. Il est pas plus fort qu'avant, il a pas plus de pouvoir qu'avant, puisque de toute façon son père était lui-même un mange-mort. Donc Barjo, en voyant Drago porter la marque des ténèbres, bon bah ok, bah ça change pas grand-chose à ce qui se passait déjà. C'est vrai que d'un côté, il y a une partie de moi qui est en train de me dire ouais, mais d'un côté, le fait que lui-même ait la marque des ténèbres, ça fait que c'est vraiment un vrai allié de Voldemort, et que si tu fais chez Drago, tu fais chez tout le clan, dans l'idée. Mais d'un autre côté, ben ouais, son père était déjà un mange-mort. Donc si jamais tu fais chez Drago, tu fais chier le fils d'un mange-mort, donc tu fais chier un mange-mort. J'y avais pas spécialement réfléchi, mais c'est vrai que c'est logique en vrai que, ouais, pourquoi la marque des ténèbres lui ferait flipper à ce point? Lui ferait avoir un mouvement de recul, une surprise, un inquiètement, le prendre plus au sérieux peut-être, mais terroriser, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. J'avais pas pensé à ça. Mais par contre, ce qui pourrait lui faire effectivement peur, c'est que le truc que lui a montré Drago soit effectivement la marque d'un nouveau pouvoir. Que ce truc qu'il a sur le bras soit une preuve qu'il est effectivement devenu plus dangereux qu'avant. Et ce truc, ça pourrait donc très bien être une morsure de loup-garou. Ce qui justifierait d'ailleurs pourquoi il dit ceci juste après: si vous le dites à qui que ce soit, menaça Malfoy, il y aura des représailles. Vous connaissez Fenrir Greyback? C'est un ami de la famille. Il viendra vous rendre visite de temps en temps pour vérifier que vous consacrez à la question toute l'attention qu'elle mérite. Ouais, j'avoue, Greyback en particulier, pourquoi lui? Même si c'est quand même un mec super dangereux qui écrase beaucoup de gens, mais pourquoi lui? J'avoue. En gros, il lui montre un truc qu'il a sur le bras et juste après, il évoque Fenrir Greyback. Un peu comme si ces deux choses avaient un rapport l'une avec l'autre. Et effectivement, quoi de mieux pour prouver à Barjo qu'il connaît bien personnellement Fenrir Greyback que de lui montrer une morsure de loup-garou. Bon, ça met pas à 100% la théorie comme quelque chose d'obligatoirement sûr et certain, mais c'est vrai que ça va dans ce sens. Pour ensuite essayer de l'intimider avec ça. Parce que Greyback, il est quand même pas mal réputé pour sa sauvagerie et sa dangerosité. Et d'ailleurs, comme on l'a déjà dit, le fait que Drago porte la marque des ténèbres, c'est quelque chose que Harry pense, mais au-delà de ça, il n'y a que Harry qui le pense. Ouais, mais Harry, lui, il est obsédé par ça, hein. C'est un délire à quel point il est obsédé par ça, en tout cas dans les films. Encore une fois, je me rappelle plus trop des livres. D'un côté, ça pourrait être une manière de détourner l'attention du spectateur pour nous faire penser à ça nous aussi, alors qu'en fait, c'est une morsure de loup-garou. C'est vrai que c'est possible. Hermione, elle, n'arrête pas d'essayer de lui dire qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle ne pense pas que Drago est devenu un mange-mort. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Harry est extrêmement doué pour émettre des hypothèses et porter des accusations à l'encontre de Drago sans avoir la moindre preuve, sur une simple intuition. Comme par exemple la fois où il a accusé Drago d'être l'héritier de Salazar Serpentard parce qu'il est méchant avec moi. Bon, parce qu'il est méchant avec moi et aussi parce qu'il parlait des Sandbourbes et qu'il avait l'air bien content de ce truc. Mais d'un côté, c'est vrai que si ça avait été lui l'héritier de Serpentard, est-ce qu'il se la serait pété comme ça? Est-ce qu'il aurait pas fait un peu plus profil bas? Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu léger. Mais je le comprends. Et en général, il se trompe tout le temps. Et il le fait pas qu'avec Drago d'ailleurs, parce que même avec le professeur Rogue, juste sous le prétexte qu'il l'aime pas, il l'accuse de tout et de rien tout le temps. Mais quel sale gosse, ce Harry, décidément, mais qui l'a éduqué? Bah, les Dursley, du coup. Ah oui. Oui, ça joue peut-être sur le fait que c'est un petit con. D'ailleurs, j'avais oublié à quel point Harry, c'est un petit con dans les livres, par rapport au film. Dans les films, il fait beaucoup plus, tu sais, le héros classique, gentil, généreux, bon, etc. Il a des défauts, bien sûr, mais il est beaucoup plus consensuel dans les films que dans les livres. Dans les livres, des fois, c'est un petit con. Et moi, je trouve ça bien mieux, parce que ça le rend plus humain. Ça le rend beaucoup plus normal, en fait. C'est un petit con, il a 11 ans, 12 ans, 13 ans, selon les livres, évidemment, mais qui fait des erreurs, qui a des phrases, des pensées de petit con de son âge, et c'est ok, moi je trouve ça logique. J'ai vraiment rien contre ça, et je trouve ça même dommage, limite, qu'on l'ait pas mis un peu plus dans les films. Bon, après, c'est déjà un travail extraordinaire qu'ils ont fait avec les films. Hein. Alors que Hermione, en revanche, se trouve avoir très souvent raison quand elle parle. Et c'est loin d'être tout. Il y a encore beaucoup d'indices qui nous laissent penser que Drago ne porte effectivement pas la marque des ténèbres. Comme par exemple, quand Drago se rend dans la tour d'astronomie tout à la fin du livre, et qu'il réussit à faire entrer
entrer les Mange-Morts à Poudlard grâce à l'armoire à disparaître. À ce moment-là, les Mange-Morts dressent une barrière magique infranchissable autour de la tour d'astronomie pour que personne ne puisse y entrer, à l'exception de ceux qui portent la marque des ténèbres. Si on n'a pas la marque, on peut pas entrer dans la tour. Et il se trouve que les Mange-Morts ne mettent en place cette barrière que une fois que Drago est entré à l'intérieur, uniquement après que Drago soit entré dans la tour, mais là où ça nous met la puce à l'oreille, c'est qu'ils la retirent également avant que Drago n'en sorte. Ah, j'avoue. Là, c'est beaucoup plus tangible. Autant le truc d'avant sur la marque, etc., ça pouvait être Barjo Burks et tout. C'est un argument, mais c'est pas non plus. Ça pourrait être la marque des ténèbres, même si ça va aussi dans le sens de la morsure. Mais là, j'avoue que ça devient de plus en plus suspect. C'est un argument vraiment beaucoup plus pertinent, je trouve. L'autre était bien, mais là, ça dit quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, tout laisse à croire que Drago ne porte pas la marque des ténèbres. Donc il y a de fortes chances que ce ne soit pas ça qu'il a montré à Barjo le jour où il est allé dans sa boutique. Oui, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est forcément une morsure de loup-garou qui lui a fait peur? Il aurait pu lui montrer plein de choses d'autres qui font peur. Comme un couteau par exemple, ou un flingue, ou pire encore, la chaîne YouTube de vous savez qui. Ah mais il m'en faut pas plus pour me foutre la trouille moi. Petite balle gratuite pour les collègues, ça fait toujours plaisir. D'à côté, vous savez qui était dans l'intro, donc bon, c'est de bonne guerre. Bah déjà parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des châtiments que Voldemort réserve à ceux qu'il trahissent. Et franchement, vu le niveau des fails magistraux de la famille Malfoy, bah ça se tiendrait carrément. Et puis en plus, Voldemort, c'est pas le genre de mec qui va se dire bon, c'est le père qui a foiré, donc le fils, je lui fais rien. Non, il s'en fiche, au contraire même. Il sait très bien qu'en attaquant son fils, ça va faire souffrir le père. Il aura aucun scrupule à le faire, donc oui, ça va avec le délire. Mais en plus, réfléchissez 2 minutes. Drago vit visiblement extrêmement mal sa nouvelle situation. Et quand on sait que la famille Malfoy ne jure que par la pureté de leur sang, et qu'ils passent littéralement tout leur temps à mépriser tous ceux qui ne sont pas de sang pur, d'un seul coup, avoir un loup-garou dans la famille, et qui plus est leur unique et seul fils, et bah ça met définitivement fin à la pureté du sang des Malfoy. Et ça, c'est clair que ça doit bien les affecter comme il faut. Oh là là, comment je kifferais que ce soit réel, que la théorie soit legit, parce que oh là là, le fait que les Weasley soient encore purs et pas les Malfoy, mais ce serait tellement banger, oh là là, je kifferais. Et ça justifie même carrément le fait qu'ils trahissent Voldemort à la fin. Et d'une manière générale d'ailleurs, il n'y a pas que les sangs purs, tous les sorciers qui sont des loups-garous ont honte d'être des loups-garous. Lupin aussi vivait très mal cette situation. C'est même pour ça qu'il a failli quitter femme et enfants, pour ne pas leur imposer de vivre avec une créature dangereuse. C'est Greyback le taré dans toute cette histoire, c'est lui le seul à kiffer être un loup-garou. Mais c'est pas du tout l'approche normale qu'ont les autres sorciers de cette situation. Et puis c'est pareil, si Drago est effectivement un loup-garou, ça justifie aussi pourquoi c'est Severus Rogue qu'on a chargé de veiller sur lui. Parce que Rogue sait préparer une potion Tulou qui permet de lutter contre la lycanthropie. C'est même lui qui l'a préparé pour Lupin quand il était encore professeur à Poudlard. Oui, enfin, d'accord, il s'est préparé la potion et tout, mais ça pourrait être pour une autre raison, le fait que il s'occupe de Malfoy, Rogue. Ça peut être tout simplement parce que c'est le seul mange-mort, en tout cas, Voldemort croit que c'est son allié, mais c'est son seul allié dans Poudlard qui peut s'occuper de lui sans que ça surprenne personne, parce que, de toute façon, c'est de notoriété publique que Rogue, il est toujours beaucoup plus enclin à donner des points à Serpentard, il est pas objectif à ce niveau-là, il a toujours favorisé les Serpentards aux autres, donc ce serait pas illogique qu'il l'aide, même sans la marque. Mais oui, d'accord, pourquoi pas. Et puisqu'on parle de Rogue, à un moment donné, il a un échange avec Drago que je trouve particulièrement étrange. J'aurais eu Crabbe et Goyle avec moi si vous ne leur aviez pas donné une retenue. Moins fort, lança Rogue, car Malfoy avait haussé le ton et parlait d'une voix surexcitée. Si vos amis Crabbe et Goyle ont l'intention cette année de décrocher leur buse en défense contre les forces du mal, il faudra qu'ils travaillent un peu plus qu'ils ne le font pour l'instant. Comme si nous avions besoin de nous défendre contre les forces du mal. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça bizarre à votre avis? Eh ben en gros, si je résume, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Severus Rogue, qui passe son temps à chouchouter les Serpentards, qui ne les punit jamais, même quand ils font clairement de la merde, d'un seul coup il se met à coller 2 d'entre eux, et qui plus est, 2 enfants d'autres mange-morts? Je sais pas pour vous, mais moi j'y crois pas du tout. Et en plus il les colle, mais soi-disant c'est pour rattraper leur retard en défense contre les forces du mal. Donc déjà, et je rejoins Drago là-dessus, mais d'où ils ont besoin de progresser en défense contre les forces du mal, alors que c'est littéralement eux les forces du mal? Mais surtout 2, pourquoi est-ce qu'ils les collent? Si c'est pour en réalité leur donner des cours supplémentaires? Si c'est pour leur donner des cours supplémentaires, pourquoi est-ce qu'il les met en heures de retenue au lieu de leur donner, je sais pas, des heures de cours supplémentaires par exemple? Ouais, après, les heures de retenue peuvent être des heures de cours supplémentaires. T'es tatillon là, frérot, mais ouais, pourquoi pas, allez. Et bah justement, on est d'accord que ce sont des heures de cours qui servent à progresser en défense contre les forces du mal, n'est-ce pas? Du coup, est-ce que ces cours ne seraient pas justement
des cours qui serviraient à expliquer à Crabbe et Goyle comment ils doivent se comporter en présence d'un loup-garou. Les loups-garous qui font, je le rappelle, partie justement des forces du mal. Il leur avait d'ailleurs déjà donné un cours là-dessus dans Le Prisonnier d'Azkaban. Et du coup, est-ce qu'ils ne chercheraient pas à dissimuler ces heures de cours supplémentaires pour ne pas risquer de révéler le secret de Drago en les faisant passer auprès de tout le monde pour des heures de retenue, afin d'éviter que des gens se mettent à soupçonner quelque chose? Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il est si évasif? Pourquoi est-ce qu'il lui dit pas tout simplement à Drago? Eh bah tout simplement pour que Drago ne se braque pas. Parce que déjà, vu comment il est sur la défensive, si Rogue lui avait dit « Ah bah je suis en train d'apprendre à tes potes comment ils doivent se comporter avec toi quand t'es sous ta forme de merde là », ou même pourquoi pas de leur expliquer comment ils doivent administrer la potion Tulou à Drago sans qu'ils s'en rendent compte, ou même pourquoi pas de la préparer eux-mêmes, hein, on peut tout imaginer après tout. Bah je sais pas pourquoi, mais je doute qu'ils le prendraient vraiment bien. Ah bah ça, Drago, je pense qu'il pèterait un plomb plus qu'autre chose, hein, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement fier. D'un côté, toute sa vie, on lui a dit que c'était un sang pur, c'était un mec de ouf, et qu'il avait pas besoin de faire le moindre effort pour être quelqu'un d'incroyable. Et là, bah il apprend qu'il est plus un sang pur, et qu'en plus il fait partie de parmi les plus gros parias de la société du monde magique. Donc ouais, je peux bien imaginer que Drago soit braqué. Ouais. Et c'est pas tout, il y a encore autre chose. Écoutez un peu ce que dit Voldemort à Drago quand ils sont en train de discuter du fait que Lupin et Tonks sont en train d'attendre un enfant. Il lui dit « Peut-être que tu pourras garder les petits ». Mais ça veut dire quoi exactement cette remarque? Pourquoi Drago serait-il mieux placé qu'un autre pour garder les enfants de Rémus Lupin? Et surtout qu'il est quand même un petit peu jeune, non, pour garder des enfants, le petit. Ça a pas vraiment de sens de lui dire un truc pareil. Eh bah effectivement, papy, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, sauf si Drago est un loup-garou. Parce que cette réflexion, ça peut être pour lui rappeler qu'il est concerné et qu'il peut s'occuper de bébé loup-garou sans risquer de se faire mordre, parce que de toute façon, il a déjà été mordu. Bah oui, j'avoue, parce que sinon c'est pas logique. Pourquoi Drago, il s'occuperait des enfants de Lupin et Tonks? Même s'il était pas un mange-mort, même si Voldemort il est mort ou ce que tu veux, hein. C'est pas leur ami. Je veux dire, tu mettrais plus facilement, j'ai envie de dire, quelqu'un en mode Harry, Ron ou Hermione pour s'occuper des gamins. Pas lui, mais si jamais c'est un loup-garou, ça a plus de sens, effectivement. D'accord, je vois. Donc Drago serait effectivement un loup-garou. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est pas plus clair? Pourquoi est-ce que c'est pas écrit dans le livre, tout simplement? Oui, mais pourquoi ça devrait forcément être clair? Je te rappelle que c'est pas la première fois que J.K. Rowling ne nous dévoile pas tout ce qu'il y a à savoir sur un personnage dans sa saga. Comme par exemple, et pour ne citer que ça, l'homosexualité de Dumbledore. Et c'est ça qui est cool dans Harry Potter, c'est que c'est un livre qui a pas besoin de tout expliquer. Parfois, on peut juste essayer d'imaginer un peu les choses par nous-mêmes et de se faire nos propres hypothèses. Et ça, c'est quelque chose, en règle générale, moi je vous invite à faire. De faire nos propres hypothèses, d'imaginer, de combler les trous qu'il pourrait y avoir dans un scénario. Parce qu'il y a une grande différence entre un scénario illogique et qui se contredit et qui casse la suspension consentie d'incrédulité. Il y a une différence entre ça et juste laisser des trous exprès qui ne nuisent pas au scénario et qui ne nuisent pas à la logique de l'histoire pour que le spectateur puisse continuer à imaginer et à faire ses propres réflexions et à donner ses propres justifications à ces trous. Et malheureusement, on le fait de moins en moins parce que, surtout depuis l'ère Marvel MCU, parce que on prend de plus en plus les gens pour des cons qui ont besoin absolument de tout combler. On a absolument besoin de tout expliquer, de tout combler pour eux, sans qu'ils puissent se dire ah ouais c'est pour ça peut-être, et s'imaginer des choses. Et l'ère d'internet avec les critiques ciné etc a renforcé ce truc de faut tout expliquer parce que s'il y a un truc qui est pas expliqué dans le film, il y aura forcément un critique à deux balles qui va être en mode ah non il y a ça qui est pas expliqué donc c'est-à-dire qui est pas logique. Au lieu de se dire ah ok il y a ça qui est pas expliqué mais peut-être est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça nuit à l'histoire, est-ce que ça nuit à la compréhension et à la logique? Non, bon bah peut-être que c'est pour ça et dans ce cas-là on peut s'imaginer ça. C'est dommage. Mais bon, c'est la facilité du clic. Puis la critique négative et la haine, ça ramène toujours plus de bif que la critique positive et la réflexion quoi. Durant toute l'histoire d'ailleurs, la menace que représente Greyback par rapport à la possibilité de se faire mordre et transformer en loup-garou est omniprésente. Cette menace fait peur à tout le monde et pourtant on ne le voit jamais vraiment passer à l'acte et réellement transformer un enfant en loup-garou. Mais alors pourquoi avoir fait planer une telle menace si c'est pour que le couperet ne tombe jamais, sans jamais qu'aucun des personnages principaux ne soit finalement vraiment transformé en loup-garou? Parce que oui, bon, il y a Bill, mais Bill ça compte pas vraiment, c'est pas comme si c'était l'un des personnages principaux de l'histoire. Bon, ça compte quand même un petit peu, certes c'est pas l'un des personnages principaux de l'histoire, mais ça reste quand même l'un des frères de Ron quoi. Mais oui, je vois. Bien peut-être que justement le couperet est tombé, et non pas comme on aurait pu l'attendre sur l'un de nos trois héros, qui avait toutes les raisons d'avoir peur que ce châtiment finisse par leur arriver, mais au contraire quelqu'un qui ne s'en méfiait pas et qui
se trouvait du même côté que Fenrir Greyback. Et peut-être que finalement c'est Drago que Greyback a transformé en loup-garou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'y crois à fond. Eh ben, j'y crois pas à fond personnellement, mais j'avoue que je suis sur un bon 80%, on va dire. Ouais, 70-80%. Ouais, franchement, j'ai envie d'y croire. Je suis pas en mode ah ouais, c'est sûr et certain que c'est ça, JPP, théorie de ouf, mais je suis pas non plus en mode non, c'est sûr et certain que ça existe pas, c'est de la merde. Je suis plus en mode ah, il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas, mais il y a quand même une possibilité que non. Mais sinon, très bonne vidéo, très bonne théorie, comme d'habitude avec XeonXS, hein, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, encore une fois, c'est cool, ça fait plaisir. Et on va finir avec un petit J.K. Rowling pétasse.